je voudrais montrer que Bourdieu va poser un problème de méthode très important. Car au passage, Bourdieu va tirer de son analyse sur la domination par le pouvoir symbolique une mise en garde méthodologique importante. Les acquis de l'analyse étant chez lui, en quelque sorte, toujours réinvestis en permanence dans le travail d'objectivation de sa relation en tant que chercheur travaillant sur l'État. Il explique que l'analyse de l'État est difficile car nous sommes étatisés. Comme dit Thomas Bernard, un emprunt à la littérature qui ne sera pas le seul dans son œuvre. La misère du monde, il avait évoqué la contrebasse de Suskind. On sait qu'il a travaillé sur Flaubert, sur Kafka, sur Mallarmé, qu'il utilisait souvent Proust, etc. Donc, nous pensons spontanément l'État et les concepts qui vont avec comme quelque chose d'évident. Et Bourdieu s'interroge, comment penser l'État avec un cerveau structuré par l'État? Là encore, il va s'appuyer sur la philosophie pour penser cette situation, et notamment sur la métaphore des lunettes de Heidegger qu'il avait citée dans L'Amour de l'art déjà en 1964, qui est celui qui porte des lunettes, en gros, l'objet est tellement proche qu'il ne le voit pas. Et en fait, le problème pour analyser l'État, c'est que l'État est devenu nos lunettes pour lire tout, y compris l'État. Nous n'avons pour penser le monde social qu'une pensée qui est le produit d'un monde social étatisé, et parce que nous sommes le produit du monde dans lequel nous sommes, et que nous essayons de comprendre, cette compréhension première que nous devons à notre immersion dans le monde, que nous essayons de comprendre, est particulièrement dangereuse. Il nous faut échapper à cette compréhension première, immédiate. Nous possédons une connaissance de l'État, et tout penseur qui veut penser l'État s'approprie l'État avec une pensée d'État. Et ce n'est pas des jeux de mots tout ça, hein. Et cette appropriation n'est si facile, si évidente, si immédiate que parce qu'elle est aliénée. C'est une compréhension qui ne se comprend pas elle-même, qui ne comprend pas les conditions sociales de sa propre possibilité. Donc nous avons une maîtrise immédiate des choses d'État. Par exemple, nous savons remplir un formulaire administratif. Alors ça, c'est un des aspects importants du cours. Enfin, il dit, je voudrais essayer de faire une phénoménologie de l'État, c'est-à-dire analyser au plus près de nos comportements la présence de l'État. Donc il dit, nous avons à remplir un formulaire administratif, c'est comme si l'État donnait des ordres auxquels les individus sont préparés. On sait quoi mettre dans les cases. Ils savent ce qu'est l'État civil. Ils ont une identité, parce qu'ils ont une carte d'identité. Celui qui signe un certificat, si l'État lui en a donné le pouvoir pour le faire, que ce soit une fiche d'identité, un certificat de maladie, un certificat de naissance, en un sens, il est un homme d'État, un État fait homme. Le travail du sociologue, dans ce cas particulier, doit consister, pour Bourdieu, à essayer de se réapproprier ces catégories de la pensée d'État que l'État a produites et a inculquées en chacun de nous, qui ont été produites en même temps que l'État se produisait lui-même et que nous appliquons à toute chose, et en particulier à l'État, pour penser l'État. L'État, dit Bourdieu, reste l'impensé de la plupart de nos pensées, y compris et peut-être surtout sur l'État. Comment sortir de ce véritable piège que nous tendent des catégories mentales? Pour cela, Bourdieu utilise ordinairement deux techniques, entre autres, la débanalisation et la genèse des institutions, c'est-à-dire le recours à l'histoire. Par la débanalisation, il s'agit de cesser de trouver évident ce qui ne devrait pas l'être, de cesser de considérer comme ne faisant pas problème ce qui devrait faire problème. Pour cela, il prend en compte le fait que les institutions sociales existent deux fois. Une fois dans les choses, dans l'objectivité des choses, et une fois dans les têtes, c'est-à-dire dans les subjectivités. Il donne l'exemple du temps public, du calendrier, de la régulation collective du temps. Le temps est dans les choses les plus banales, les plus ordinaires, dans les montres, les calendriers, les agendas. Mais ce qui est moins banal à considérer, ce qui est plus sociologique à proprement parler, c'est que le temps est aussi dans les cerveaux, dans des gens qui veulent des montres, qui les regardent, qui s'en servent, qui se fixent des rendez-vous, ce qui renvoie ce coup-ci à l'habitus et au processus de socialisation. Et s'il peut exister un temps public sur un vaste territoire, c'est grâce à l'État qui parvient à imposer à tous les mêmes repères, c'est parce qu'il existe des instances étatiques qui imposent tout cela, y compris les changements d'horaire qui peuvent parfois être un peu compliqués. Pour un historien, c'est toujours passionnant de revenir sur un tel travail, parce que pour les historiens, c'est effectivement l'article de Pierre Bourdieu sur le pouvoir symbolique qui très souvent était un point de départ des réflexions
et nous a permis à nous, en tout cas, d'essayer de faire nôtre une partie de la pensée et des démarches de Pierre Bourdieu. Évidemment, une lecture qu'on a pu poursuivre par d'autres livres, le livre sur le langage et le pouvoir symbolique, et puis également, bien sûr, tout ce qui tourne autour de la théorie des champs que nous sommes nombreux à avoir utilisé et à nous être approprié. Mais la lecture du cours offre beaucoup d'autres aperçus, et en particulier pour un historien, c'est très intéressant de voir comment quelqu'un qui n'est pas historien lit les historiens. Et cette lecture des historiens par Pierre Bourdieu est peut-être la première chose qui m'est apparue fascinante. D'abord, j'ai trouvé qu'il était très dur à l'égard des sociologues, voilà, et très indulgent en général à l'égard des historiens. Je pense que nous, en tant qu'historiens, on ferait peut-être une lecture inverse des uns et des autres. Je pensais en particulier qu'il était très méchant avec Perry Anderson, dont le livre a quand même un mérite énorme, même si les fautes de conception que dénonce Bourdieu sont réelles. Perry Anderson a très très bien analysé et utilisé la documentation historique. Peut-être mieux parfois que Bourdieu lui-même. Donc là, je trouve qu'il est un peu injuste. En revanche, j'ai trouvé qu'il rendait justice à un livre que j'ai toujours trouvé remarquable et que j'ai lu quand il est paru, celui de Philip Corrigan et Derek Sayer, qui est The Great Arch, qui est un livre absolument remarquable. Et c'est un des grands regrets que Philip Corrigan n'ait pas pu poursuivre son travail. De même, il a lu et bien lu un historien qui est Kantorowicz, mais est-ce qu'on peut dire que Kantorowicz est un historien? Parce que c'est un peu tout à la fois, et donc on ne peut pas le réduire à être un historien. Il a lu et s'est inspiré beaucoup de Georges Duby, et je sens que derrière beaucoup de ces phrases, il y a des discussions avec Duby qui reviennent, et je pense que Duby a été un inspirateur pour le meilleur de Pierre Bourdieu. Même chose à l'égard de Le Goff. Mais parfois, on a l'impression qu'il ne se rend peut-être pas très bien compte de ce que c'est que le vrai métier de l'historien. L'historien, c'est quand même d'abord quelqu'un qui va vers des sources, qui essaie de les lire, de leur donner un sens. Et je vous prie de croire que quand vous tombez sur certaines sources d'archives, le sens de ces sources n'est pas du tout évident à la première lecture. Il faut tout reconstruire. Et ce travail-là, il ne l'évoque, pour ainsi dire, jamais. Et en revanche, il accorde beaucoup de crédit à certaines réflexions générales d'historiens qui, à tout prendre, sont peut-être pas si passionnantes que cela. Mais j'ai surtout été heureux de retrouver là, dans ce livre, des questions qui sont au cœur de ma propre réflexion et de plusieurs des personnes avec lesquelles j'ai partagé ces programmes sur la genèse de l'État moderne. Je le cite, page 256, quand il dit « Le fondement des choses qui nous apparaissent les plus fondamentales, les plus réelles, les plus déterminantes en dernière analyse, n'est-elle pas des structures mentales, des formes symboliques, des formes pures, logiques, mathématiques ?» Mais en même temps qu'il fait cela, il montre de façon, je dirais presque un peu paradoxale ou contradictoire, que ces formes sont toujours construites par la mémoire et surtout, bien sûr, par l'éducation à laquelle il accorde énormément de place. Et on retrouve là, évidemment, tout le problème de la violence symbolique, ou plus généralement, parce que violence symbolique revient, mais je pense que c'est presque un peu une boutade pour s'aligner sur la formule de Max Weber, tout simplement du pouvoir symbolique, même si c'est revenir peut-être à un article sur lequel il a d'ailleurs des arrière-pensées, puisqu'il dit que sa pensée a pas mal évolué par rapport à cela.